À partir du moment où on a inventé les likes, on a inventé le fait qu'on validait une information parce qu'elle nous plaisait ou parce qu'elle nous faisait rire ou parce qu'elle nous confortait dans nos préjugés et non plus parce qu'elle était vraie ou fausse. Mais ça remonte à Facebook. C'est le cas sur Instagram aussi et c'est évidemment le cas sur TikTok. C'est ce que font les algos. Donc je pense qu'il ne faut pas regarder que ce truc-là. Il faut aussi se dire qu'il y a des choses intéressantes. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Et là, avec Léa Lejeune, qui a pris ses notes, telle une... Je sais pas si je dois dire une bonne journaliste ou une bonne étudiante. Parce qu'à la fois, bonne étudiante, je vois la gueule de tes notes. Elles ont l'air bien faites, mais alors elles sont un peu dégueu. Je voudrais pas balancer, mais... C'est une écriture de petit enfant torturé. D'accord. C'est la vitesse de mes idées. Très bien. Je suis très content de te recevoir, Léa, parce qu'on va faire un épisode un peu différent et à la fois très important dans la finance et dans la finance perso, parce qu'on oublie beaucoup la fiabilité des données qu'on a, des infos qu'on a, la fiabilité je suis en train de m'emmêler des pinceaux là, l'importance de l'information. Alors on est souvent dans de la rapidité, tu vois, je pensais à ça en préparant cet épisode. J'ai travaillé il y a très longtemps avec quelqu'un qui s'appelait Jean Véronis, et puis Benoît Raphaël, que tu dois connaître aussi de loin, sur un projet qui est devenu une start-up, qui est parti dans une autre direction. Mais on était sur la rapidité, capter la rapidité de l'information dans sa rapidité et les buzz avant les buzz. Et en fait, j'essayais de vendre ça il y a presque 10 ans à des banques. Eux, ils étaient vraiment très axés presse, médias, pour dire voilà de quoi on va parler dans 3, 4, 5 heures. Attention, il est en train de se passer ça. On captait ce qu'on appelle des signaux faibles. Et moi, je me disais, mais attends, si j'ai des signaux faibles, donc j'ai des infos avant tout le monde, ça a une valeur incroyable dans la finance, tu vois. Et on l'avait prouvé une ou deux fois en montrant, par exemple, à un moment, il y avait une Tesla. Donc c'était vraiment avant que Tesla devienne un monument. Une Tesla qui avait été prise en photo sur Twitter par quelqu'un qui était en feu. La Tesla, ça s'était un peu emballé. Nous, on voyait à l'époque le moment où ça commençait à s'emballer. Et le fait qu'elle soit en feu, ça avait fait baisser l'action de 5 ou 10% avant qu'elle remonte. Mais peu importe, en fait. Il y avait eu un mouvement à la baisse, un mouvement baissier. Donc, si tu es capable de choper ces informations au bon moment, finalement, t'as un avantage important sur les autres. D'où, si je positionne ça ici, la force de l'information. Cela dit, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est pas que la vitesse, mais aussi la qualité, la source. Comment je m'informe bien, parce que si tu as la bonne info dans la finance perso ou dans la finance en général, tu as un avantage concurrentiel dans ce grand game qui est là. Voilà. Et aujourd'hui, cette info est perturbée par énormément de choses, dont des gens comme, alors je vais dire toi et moi, mais comme moi et d'autres. Non, c'est là où on va un peu différencier tout ça. Beaucoup de créateurs de contenu qui viennent là-dedans, qui balancent énormément de choses sur lesquelles tu sais pas si ils sont payés pour le dire ou pas payés, ou si juste ils racontent un ramassis de conneries, ou si voilà. Et ce que j'aimerais traiter, si tu veux bien aujourd'hui avec toi, Léa, c'est justement comment je discerne la bonne info de la mauvaise. Comment peut-être à la limite je peux profiter de la mauvaise info pour en faire autre chose, je sais pas, etc., etc. Ça te convient comme... Ça me convient tout à fait comme truc. Et puis c'est intéressant par rapport à comment j'ai essayé de positionner ce que je fais aujourd'hui avec Plan Cash. Oui, Plan Cash, donc qui est une newsletter. Une newsletter est maintenant un mini-média, puisqu'on a aussi une plateforme de vidéos de formation à l'investissement pour les débutants, et plutôt pour les débutantes, qui s'adresse aux femmes qui essayent de casser les codes des magazines économiques et de la presse économique en général,
qui en gros ne s'adresse pas vraiment aux jeunes, ne s'adresse pas vraiment aux femmes, par le design, les personnes interviewées, le fait qu'il y ait quasiment que des hommes en photo, et puis aussi par cette idée qu'en fait, quand on lit la presse économique, il faut déjà avoir des connaissances minimum en finance et en investissement. En fait, si on ouvre les Échos ou Challenge aujourd'hui, qu'on n'a jamais fait d'économie, qu'on est un bon père de famille ou une bonne mère de famille qui a envie d'investir, en fait, on comprend pas tout. Et vraiment, avec Plan Cash, l'une des idées, c'était de baisser le niveau d'accessibilité sans prendre les gens pour des cons, mais vraiment en leur apportant des informations actionnables, utilisables pour leurs finances perso. Donc il y a vraiment ce truc-là. Et il y a aussi une chose que j'ai réfléchi. Donc moi, je suis journaliste économique depuis 11 ans. J'ai travaillé à l'Express et l'Expansion, à Libération, à Challenge pendant 7 ans. Donc c'est vraiment mon truc. Je me suis dit, oui, mais comme la presse économique n'arrive pas à parler aux jeunes et aux femmes, il y a aussi une question d'accessibilité. Et à côté, j'ai vu les créateurs de contenu et les influenceurs et vraiment cette capacité à parler et à s'adresser aux gens. Et je me suis dit, je vais essayer d'inventer un modèle hybride qui garde la manière que j'ai de faire du journalisme et qui essaye d'emprunter les codes des créateurs de contenu et des influenceurs, parce que vraiment, le fait de s'adresser de manière incarnée et de parler réellement aux gens, c'est quelque chose que les médias commencent à perdre. Tout à fait. Et je pense qu'il y a un manque. Pardon, j'ai deux choses. Une question. Déjà, c'est gratuit ? Oui, alors Plan Cash, le média, la newsletter et l'Instagram qui a vachement de contenu aussi est gratuit. Et les formations, par contre, sont payantes, parce que c'est des formations d'1 heure où on fait intervenir des expertes de niveau avancé pour vraiment discuter sur du long terme. Ouais, c'est super. Écoute, tu vois, je pense, n'étant pas journaliste, c'est une différence importante et à la fois, tu vois, j'essaie de bien faire mon job sur la martingale, mais c'est clairement un mouvement que j'ai aussi voulu initier. Donc, on a initié avec aussi, je suis entouré de femmes productrices de la martingale. Sur certaines saisons, on a réussi à avoir un invité sur 2 qui était une femme et sur d'autres, c'était plus difficile parce qu'en fait, il faut des experts sur tout et voilà. Mais c'est sûr qu'on m'a souvent entendu parler de tout ça. Je pense qu'il faut on se libère en faisant de la finance. Beaucoup de gens voient ça aussi, et beaucoup de journalistes quand même voient l'argent comme un truc aussi un peu dirty quand même. Ah oui, mais alors ça, je pense que c'est vraiment quelque chose dans la création du métier. Déjà, les journalistes, c'est quand même une profession plutôt de gauche, donc on est plutôt critique sur le capital. Et c'est vrai que la finance personnelle, par exemple la partie bourse, ça peut paraître ou ça peut contribuer au pire du capital. Alors c'est pas tout à fait vrai, on y reviendra, j'espère. Mais vraiment, il y a cette chose-là. Le journaliste, c'est un peu la figure de l'intellectuel précaire, quoi. Souvent, il vient d'une bonne famille, puisque les journalistes, il y a de la reproduction sociale. Mais par contre, il peut se satisfaire d'un petit salaire parce qu'en fait, il y a toute la noblesse du métier derrière. Et d'ailleurs, moi, c'est quelque chose que j'avais un peu du mal ces derniers temps à vivre, un petit salaire après 11 ans de métier. Je trouvais ça difficile. Moi, je viens pas du tout d'un milieu aisé. Je fais partie des boursières échelon 5 de l'ascension sociale avec Sciences Po, etc. Et donc, pour moi, il y a vraiment ce truc qui était difficile à tenir au bout d'un moment. C'est bien beau de faire une profession hyper noble, mais il faut aussi bien gagner sa vie pour vivre à Paris, notamment. Ouais. Mais après, il y a toujours même une limite. Je veux dire, il y a peu de journalistes qui me diraient, voire pas, moi, j'aimerais être millionnaire ou milliardaire. Tu vas pas me dire ça, toi? Non plus, je vais pas dire ça, parce qu'en fait, ça fait pas partie de la construction de l'imaginaire et du rapport au métier. Ouais. Moi, vraiment, c'est vivre bien qui m'intéresse. C'est pas d'être millionnaire ou milliardaire. Mais tu vois, par exemple, donc moi, les 3/4 de ma carrière, j'ai travaillé en start-up tech, en interviewant les grandes réussites des start-up de la tech de France et de la Silicon Valley, vraiment les plus grands. Et c'est vrai que au fur et à mesure, il y avait une différence très forte entre mon niveau de salaire et le leur, les montants qu'ils arrivaient à lever, leur niveau de vie, là où ils vivaient, comment ils s'habillaient. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que la seule chose qu'on avait en commun, c'était l'iPhone. On avait tous les deux, moi et le milliardaire de la tech, l'iPhone en commun, le dernier cri. Mais sur tout le reste, on n'est pas dans le même monde. Souvent, je vais pas rentrer dans ce genre de détails, si j'y rentre un peu, mais dans les vêtements, ils sont pas forcément toujours habillés en Dior ou en Hugo Boss des pieds à la tête. J'interviewe aussi des entrepreneuses. Ouais, d'accord.
pour revenir donc un peu sur le sujet, l'idée c'était un peu de positionner tout ça et d'expliquer justement ce qui différencie le journaliste du commun des mortels. Il n'y a pas que il y a pas que évidemment cette aversion pour l'argent, j'exagère aussi encore une fois. Non, mais t'as une idée, hein. Mais il y a aussi et ça c'est beaucoup plus noble. Et c'est là où je me défends souvent d'être journaliste, non pas parce que justement parce que j'ai un mépris pour ce métier, ou bien au contraire. Maintenant, dans ce que je fais, justement, je pense que j'ai des avantages à pas être journaliste. Tu vois, en étant... moi, je me considère comme un cobaye de moi-même, tu vois, donc je teste plein de choses. J'ai tourné un épisode de Génération Do It Yourself récemment, dans lequel j'essayais de comprendre dans quel ICO j'avais investi 3 mois avant, tu vois, parce que j'ai mis un peu d'argent dans un truc qui s'appelle Cardashift, qui est passionnant, extraordinaire, avec plein de bonnes envies sur de l'impact, etc. Mais si t'écoutes cet épisode, déjà, il est quand même très difficile à comprendre. Et en plus, tu comprends que moi, je sais pas trop dans quoi j'ai foutu mon pognon, tu vois. Et en fait, ça, tu peux pas faire ça en étant journaliste complètement. Parce qu'il y a un côté, tu vois, skin in the game très, finalement, potentiellement, de temps en temps, un peu des collusions avec des marques. Tu peux pas faire ce genre de choses. Non, tu peux pas. Voilà. Et donc, moi, je trouve que c'est complémentaire et intéressant. Maintenant, ce que j'aime dans ce côté, justement, pas de collusion avec les marques, c'est que il faut peut-être l'expliquer. Et après, on va aller direct dans les sources du sujet. Pourquoi et quelle est la différence qui fait qu'un journaliste va être souvent, alors si je prends 2 extrêmes, en ce moment, il y a le TikToker et le journaliste très rigoureux. Moi, je me situe plutôt un peu... J'essaye d'être plus proche du journaliste rigoureux que du TikToker. En tout cas, au moins dans la transparence. C'est-à-dire que jamais je vais dire un truc... Déjà, je donne pas de conseils. Et après, je vais jamais dire un truc en parlant d'un sponsor sans dire que c'est un sponsor, tu vois. C'est-à-dire que oui, je vais parler de sponsor, ce que ferait jamais un journaliste en disant oui, j'adore ce qu'ils font, mais c'est un sponsor, tu vois. Alors, c'est un peu des choses que commencent à faire les journalistes dans le podcast. Utiliser, faire eux-mêmes dans leur propre voix les publicités sponsorisées. C'est ce que fait par exemple Lorraine Bastide ou l'équipe de Quad Meuf dans le domaine du féminisme. Elles ont des cartes de presse. Elles ont des cartes de presse, peut-être pas toutes, mais une grosse partie d'entre elles, ouais. Alors, et c'est important, juste, pardon. Ouais, peut-être qu'on va replacer le complexe. Sinon, c'est une manipulation. Ce que je veux dire, c'est que quand on te dit quelque chose et que t'es payé pour le dire, faut juste, en fait, le préciser. Ouais, le préciser. Si je dis que c'est très important, et si moi je le précise, c'est quand quelqu'un que vous suivez sur un podcast, sur TikTok, sur YouTube, peu importe, sur une newsletter, vous dit quelque chose en parlant d'une marque qui précise pas qu'il est payé pour le faire, il ou elle vous manipule. Voilà, il y a ça. Et l'autre chose qui est intéressante dans le même domaine, c'est les proximités. C'est-à-dire que non seulement les versements d'argent, mais aussi quelqu'un de la famille, un ami, un petit ami, quelqu'un avec qui on a des sources qui peut nous donner des informations de sources privilégiées. Là, il y a quelque chose de très tricky parce qu'en fait, on peut flirter avec le délit d'initié. Et ça, beaucoup l'oublient. Aujourd'hui, on peut dire tout et n'importe quoi. Je valorise la boîte de mon mec, mais je le dis pas, je le précise pas. Ça, par exemple, c'est problématique. Et ça, c'est problématique pas que du côté journalistique ou déontologique, mais aussi du côté de l'autorité des marchés financiers qui, normalement, est censée réguler tout ça. C'est un autre sujet dans lequel on va rentrer aussi, l'AMF, puisque il y a énormément de régulations et beaucoup de choses qui sont pas du tout respectées en ce moment, où il y a un gros Far West qui est en train de se créer. Je lance des appels à l'AMF assez régulièrement pour les inviter sur ce podcast. Oui, je pense qu'ils devraient s'intéresser à les producteurs de contenu et la finance, comment ça fonctionne, comment réguler. Je pense qu'il y a ça à prendre en main. Et puis sensibiliser les auditeurs, les lecteurs, etc., etc. Et sur la sensibilisation, ils sont très bons sur Instagram, je trouve. D'accord. Ils ont un compte hyper drôle qui montre bien comment essayer de passer au-dessus des arnaques, comment comprendre les taux de rendement miracles qu'on nous propose parfois. C'est-à-dire, c'est du bullshit. Voilà, un peu tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc, pour rentrer pleinement maintenant, les bases, comment je choisis mon info, où est-ce que je vais la chercher, quelle est la différence entre l'une et l'autre, de quoi je dois être conscient quand je vois telle ou telle chose? Alors peut-être je reprends tout
toute la base de ce qu'est un journaliste aujourd'hui d'un point de vue déontologique. Et d'ailleurs, j'en suis assez fière. Hier, j'ai reçu ma carte de presse. C'est pas facile quand on bascule du journaliste salarié au journaliste entrepreneur de continuer je la regarde quand même. Voilà. à se battre avec c'est ça. Pas la première. C'est pas la première, c'est la 11e. Mais celle-là, j'étais pas sûre de l'avoir. Donc chaque journaliste connaît son numéro de carte de presse. C'est vraiment un truc hyper important. Non, tu le connais pas? 116, je sais plus la fin. Ah là là, je peux le dire? Oui. Ou pas? Ouais, parce que c'est pas. Bon, je peux pas. 902. 116, 902. Généralement, tous les journalistes que je connais, ils savent. Voilà, alors, Léa. Donc, ce qui est intéressant, c'est que en tant que journaliste, on s'engage à vérifier les informations. Donc, à chaque fois que je vais prendre une information, que je la prends dans un article, etc., je vais la vérifier, c'est-à-dire que je vais remonter à la source de première main. Si, par exemple, je tombe sur une étude dans le New York Times, je vais remonter à l'origine de l'étude pour être sûr que cette étude existe bien et que les chiffres qui y sont balancés sont les bons. Et puis, quand j'ai interviewé des gens autour de moi... Je te dis pas le New York Times, c'est suffisamment sérieux. Non, je vérifie toujours, mais c'est suffisamment sérieux, mais je vérifie quand même toujours. Quand j'interviewe des sources autour de moi, il y a une autre chose qui compte, c'est le croisement des sources. Donc, c'est-à-dire, alors déjà, quelle est ma source? Est-ce que c'est une source de première main? Quelqu'un qui me parle directement, un rapport que j'ai pu voir, ou une source de seconde main, quelqu'un qui me dit que quelqu'un lui a dit, quelqu'un qui a vu un rapport mais que je peux pas attester. Donc ça, c'est l'origine et le croisement des sources, et c'est très important, notamment dans les enquêtes financières. Moi, j'avais fait notamment une enquête financière sur les montages fiscaux de The Family à Hong Kong pour le magazine Challenge. Et là, je pouvais pas. Il fallait vraiment que je sache si toutes les personnes qui me parlaient venaient du même camp. Si c'était par exemple des actionnaires qui avaient qui étaient dans le même groupe de potes ou qui avaient les mêmes intérêts, ou si c'était vraiment des personnes différentes. Parce que certains pourraient avoir des intérêts à défoncer The Family. Quoi. Voilà, ou si c'était des personnes différentes et donc il n'y avait pas de manipulation, mais que l'info pouvait être croisée. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait et c'était le cas. L'info était donc croisée. Donc croisement des sources, vérification des sources, le respect du contradictoire. Ça aussi, c'est quelque chose d'important et que les producteurs de contenu ou influenceurs peuvent oublier. C'est l'idée que à chaque fois que j'écris ou que je positionne quelque chose, je propose l'opinion inverse ou je relaye l'opinion inverse. C'est pas de dire 1 minute pour Hitler, 1 minute pour les Juifs. Hein. C'est 90 minutes pour les Juifs et 10 minutes pour Hitler. C'est plutôt ça l'idée. Mais de citer que en face, il y a des oppositions, il y a des gens qui disent l'inverse. Sur la question des crypto-monnaies, par exemple, ça peut se poser. Quand on est crypto-enthousiaste, on a envie d'en dire beaucoup de choses positives. Mais ce qui est important, c'est aussi de dire que en fait, ça comporte des risques, que telle ou telle nouvelle crypto, les projets sont pas forcément hyper sérieux, que les crypto-monnaies pour investir dedans, faut aussi croire à la technologie derrière, la technologie blockchain, que tout le monde n'y croit pas, que ça peut être très critiqué, que les étapes sont parfois opposées. Donc en fait, le contradictoire... C'est bien d'imager un peu, merci, mais d'imager dans le sujet du jour. Et en effet, souvent, parce que là, tout de suite, je me projette sur ces chaînes à droite à gauche où on va t'emballer sur des trucs avec des taux hallucinants. On te dit jamais que en parallèle, il y en a d'autres qui se sont crachés ou que souvent, quand tu fais un fois 20 000%, derrière, il y a un fois ou un divisé par 40 000, quoi. Ouais. Bah oui, après, il y a tout ce qui est la question des biais cognitifs. Par exemple, le biais du survivant. C'est-à-dire, je vais te raconter que la crypto dans laquelle j'ai su performer. Par contre, je vais pas te raconter les 9 autres dans lesquelles j'ai investi, mais sur lesquelles j'ai perdu de l'argent. Voilà, il y a plein de mécanismes comme ça que nous, on essaye par les méthodes journalistiques de croiser, vérifier. Je vais réimaginer aussi ce que tu dis là sur ma position de cobaye sur certaines choses. Tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, typiquement, en étant cobaye, si tu es influent, tu peux devenir un cobaye riche. Oh oui. Parce qu'en fait, je reviens là-dessus, mais bon, là, en ce moment, ce sont les cryptos, mais ça peut fonctionner sur des actions ou des choses comme ça. Si tu es très, très influent et que tu dis à une communauté d'investisseurs, notamment sur des... avant, on parlait je cherche les penny stocks. Donc ça, on voit ça si tu regardes le Loup de Wall Street ou voilà. Mais aujourd'hui, on va parler des shitcoins. Donc c'est à peu près la même chose. C'est des valeurs dans lesquelles il y a assez peu de mouvement et qui sont assez faibles. Donc si par exemple, je vous dis telle action qui est Alternex, qui est pas évidemment une action du CAC 40 parce que je vais pas faire bouger de 10% ou 20% l'action de Total ou de voilà, quand bien même j'ai une énorme communauté, même si tu t'appelles les Échos ou Challenge, tu feras pas bouger d'autant. Alors
si tu balances une vraie fausse info à la baisse, tu peux quand même mettre le souk dans certaines infos, mais voilà. Mais on vérifie nos infos, voilà, on balance pas de fausses infos. Je revérifie. Donc, si jamais moi, j'investis dans un shitcoin ou un penny stock... et que tu dis à tous tes abonnés, voilà. Elle est super, allez-y, le projet, il est génial, tu peux effectivement influer sur le flux. Tu peux faire un x2, un 20%, voilà. Donc, si moi, j'ai mis 100 000, ou si vraiment tu as de l'argent, tu vas te balancer du 1 million ou des choses comme ça, que tu as derrière une belle grosse communauté, en mettant ton million, tu vas avoir commencé potentiellement la hausse de ce shit stock ou shitcoin, pardon. Et puis derrière, tu as une bonne grosse communauté qui va te dire « Ah, ça monte, ça monte, ça monte ». Toi, tu vas passer de 1 million à 1,5 million. Et après, tu revends. Et puis après, tu revends quand ça passe à 1,5 million. Là, tu as un début de phénomène de baisse et blam, le truc s'écrase. Bon, le problème, c'est que tu fais pas ça 12 fois parce que à un moment, tes suiveurs te suivent plus. Hein, mais en tout cas, oui, ça fait partie des manipulations qui peuvent avoir lieu. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que dans le journalisme, pendant longtemps, et encore, c'est le cas dans beaucoup de médias, on n'a pas le droit de posséder des actions dans les entreprises qu'on critique et dont on parle régulièrement. Alors ça, c'est déontologique. Ça, c'est déontologique. C'est pas légal. Non, ça c'est vraiment des règles ajoutées et même si en fait oui c'est ça, si j'achète une action Vivendi, j'achèterai pas d'action Vivendi, mais si j'achète une action Vivendi, j'écrivais sur Vivendi auparavant à Challenge de temps en temps, l'idée c'est que potentiellement je pourrais influencer le flux. Bon, en vrai, les journalistes ont de moins en moins de pouvoir, c'est de moins en moins vrai. Ils n'ont pas d'argent, tu l'as dit tout à l'heure, de toute façon, donc bon, ils gagneraient 200 balles, ça vaut pas le coup. Voilà, mais par exemple, j'en rigolais à l'apéro avec Grégory Raymond, qui s'occupait de 21 Billions, la newsletter sur les cryptos, et qui me disait « Ah non, mais moi je possède pas des milliers et des cents de cryptos, c'est pas vrai, je suis pas du tout une baleine. Mais effectivement, il y a vraiment cette idée-là, on peut pas... déontologiquement, on ne peut pas posséder trop d'actions des entreprises dont on parle. Ok, donc on a bien compris sur le journaliste. Après, tu vois, dans l'univers des créateurs de contenu, on peut pas... Enfin, je veux dire, comme je te disais, j'ai un grand respect pour les journalistes, mais tu peux pas mettre tout le reste, parce que moi, déjà, je me mettrais à la trappe avec tout le reste, tu vois. Mais on peut pas mettre tout le reste à la trappe. C'est-à-dire... Et tu vois, je prends des gens comme... alors, je sais pas si on peut citer, mais moi, tu vois, je trouve que ce que fait Owen Simonin avec toutes ces boîtes, je cherche le nom, tu l'as, pardon, non, mince, mais si, évidemment, je les vois tout le temps, mais autour des cryptos, ils sont quand même assez sérieux. Je vois qu'ils donnent pas forcément plein de conseils, etc. Ils sont très présents sur TikTok et à plein d'endroits. Alors après, encore une fois, je dis pas que c'est je connais pas suffisamment, que c'est tout clair, tu les connais pas toi non plus, ça va me revenir, je vais chercher tout de suite, mais comment tu fais un peu le tri de justement celui qui est complètement véreux, qui va être alors soit payé par quelqu'un qui va faire son ICO et pour le coup de temps en temps il gagne beaucoup parce qu'en fait il y a beaucoup à gagner même si tu n'investis pas, au journaliste qui est très 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 sérieux, voilà. Comment je fais la diff? Alors déjà, celui qui est pas sérieux, il finit par être puni, hein. Tu te souviens de Nabila qui s'est quand même pris une amende parce qu'elle avait fait de la publicité pour une plateforme de crypto sans respecter aucune des règles Just mining, c'est ça que je cherchais, voilà. Bon, pardon. Voilà, Nabila s'était pris une amende vraiment hein, pour avoir conseillé une plateforme et une crypto sans suivre absolument les règles. Donc vraiment, il y a des choses comme ça qui existent. Comment on fait la différence? Moi, je dirais... Moi, je dirais que déjà, le diplôme, ça peut compter. C'est un des facteurs, mais c'est pas un facteur obligatoire. C'est vrai, quelqu'un qui a des connaissances en économie justifiées par un diplôme, ça montre quand même que cette personne ne comprend pas que juste un petit bout de la lorgnette, mais a quand même une vision globale sur les mouvements, les marchés, les matières premières, sur autre chose que les produits dont elle parle au quotidien. Donc il y a ça, il y a est-ce que cette personne est tenue par un code de déontologie. Par exemple, les conseillers en patrimoine, il y en a beaucoup sur Instagram, des femmes conseillères en patrimoine. Elles sont tenues par un code de déontologie, une obligation tous les ans de se reformer sur les nouveaux produits sur les marchés financiers. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Le fait de voir s'ils signalent les partenariats. Là, l'autre jour, je regardais un compte Pardon, je fais une pause. Tu te souviens où t'en es? S'ils signalent les partenariats, tu gardes ça. Je reste sur les gestionnaires en patrimoine. Tu vois, moi, ce que j'ai pu reprocher à certains ou
une bonne partie pendant longtemps, c'est que oui, ils étaient régulés, oui, ils disaient pas n'importe quoi, mais en revanche, quand tu les voyais en privé, il y en avait beaucoup qui te disaient pas combien ils gagnaient sur quoi, qui essayaient de te refourguer, tu vois, des Pinel sur lesquels ils prenaient 10-15 000 euros et sur lesquels ils disaient non, tout ça c'est dans les frais, t'inquiète pas. Enfin, tu vois, il y avait un gros manque de transparence. Oui, et c'est le cas aussi chez les banquiers. Moi, ma première assurance vie, je l'ai prise chez ma banque traditionnelle sans savoir. Quelle couleur elle est ta banque traditionnelle? Noir et rouge, mais c'est pas celle que tu crois. Non, mais voilà, je suis allée voir mon banquier. C'est vrai que mon banquier, il a poussé pour que je prenne ces produits, poussé. Je lui ai dit, attends, mais j'en discute d'abord avec un conseiller en patrimoine que j'aime bien, qui va m'expliquer la répartition que je dois faire en fonds en euros, en SCPI et en actions. Et en fait, lui, il comprenait pas pourquoi je voulais faire ça, prendre un deuxième avis. Attends. Et puis, alors après, j'ai pas signé tout de suite parce que je me suis donné du temps pour réfléchir. Donc, j'ai reçu pendant 3 semaines un mail tous les lundis en m'expliquant qu'il fallait que je signe parce que lui touchait une commission sur ses produits. Donc, il y a ça sur les banquiers, il y a ça sur les conseiller en patrimoine. Il existe aussi du conseil en patrimoine indépendant. Et ça fait partie de cet univers d'information qu'on t'envoie. Ce que je veux dire, c'est qu'on nous envoie beaucoup d'infos. Il y en a qui sont, on pense tout de suite quand nous, on parle, journalistes, etc., les infos en ligne avec plein de choses, mais il y a aussi l'information one-to-one. Toujours se demander quand quelqu'un te dit quelque chose, que ce soit quel est what's in it for him, quoi. Quel est son intérêt à lui. Alors c'est ce que j'appelle l'intérêt de la source quand je recherche une information, mais je pense qu'on peut l'appliquer à tout. C'est à qui je parle, d'où elle parle cette personne-là, quel est son intérêt dans l'histoire, est-ce que son intérêt il est financier, est-ce qu'elle est dans de l'influence, est-ce qu'elle est dans de l'échange, est-ce que voilà, il y a ça dedans. Alors il existe aussi des conseillers en patrimoine indépendants, ça c'est une solution où en fait tu les payes un forfait et ils te font du conseil pour toi, mais du coup ils touchent aucune com sur les produits. Ça peut être une alternative. Accepter plutôt qu'ils touchent une com et te dire c'est juste accepter que tu les payes 1 500 € par an ou quelque chose comme ça. Voilà, tu donnes un ticket. Et c'est un peu dur à payer, je veux dire. Je pense qu'il y a une barrière qui a un frein, mais si on veut la totale indépendance, c'est une des solutions. Et puis après, il y a aussi donc tous les influenceurs. Et là, l'autre jour, je m'agaçais parce que il y a une petite start-up qui s'appelle le Livret P qui essaye de toucher des influenceurs pour faire de la promo, qui m'a contactée. Moi, j'ai dit pour l'instant pas intéressée, je vais regarder d'abord votre produit. Et puis je le vois dans les comptes d'influenceuses sur Instagram et je me dis mais c'est des partenariats rémunérés, c'est pas possible. Il y a aucun apport de contenu à part la description du produit. Et c'était pas signalé. Et je me dis, mais en fait, cette personne n'a absolument aucune éthique et aucune logique. Et du coup, après, il y avait toute une story où elle échangeait avec des gens sur le produit. Elle était devenue une vraie VRP, mais sans que ce soit signalé. Et ça, c'est vraiment un problème. Je connais pas le livret P, en l'occurrence. Donc voilà, mais ce que je veux dire, c'est juste un produit. Ce que je veux dire, c'est qu'à la limite, je me mets à leur place. Tant mieux pour eux. C'est ceux qui sont en faute là-dessus. C'est pas le livret P, non, parce que c'est eux qu'on cite, mais ce sont les influenceurs, les influenceuses qui ne citent pas leurs sources, quoi. Mais je pense que c'est aussi quelque chose auquel doivent faire attention les marques. Quand je collabore avec quelqu'un, est-ce que cette personne va préciser le sens de la collaboration? Est-ce qu'elle va garder ses crédibilités derrière? Parce qu'en fait, si tu fais sauter la crédibilité de ton influenceur pour pousser absolument que ta pub à ta façon, bah, ça n'a pas tellement d'intérêt. Ouais. Et alors, c'est vrai que c'est un peu chiant ces messages, mais moi, vous m'entendez souvent dire que je donne pas de conseils. Et voilà, évidemment qu'on parle de choses, il y a un choix éditorial, mais quand tu as des messages promo sur lesquels tu vas afficher un taux, un rendement passé, si la personne te dit attention, les rendements passés ne présagent pas des rendements futurs, déjà tu peux te dire il y a une forme d'influence qui est pas très bonne. Et si les personnes te disent attention, ne te disent pas qu'investir comporte un risque, te le rappellent pas et qu'en gros le risque tu le prends, parce que moi je dis pas ça en fait que légalement, hein. En vrai. À l'origine, c'était même pas légal dans les messages que je faisais pour mes auditeurs de la Martingale. C'est juste que je veux pas qu'un jour, en fait, il y a des gens qui me disent ouais, un jour vous avez dit ça, etc. C'est ta faute. En fait, c'est pas ma faute. Je le rappelle. Vous faites vos trucs, c'est votre faute ou c'est vos gains. C'est pas jamais grâce à moi, jamais à cause de moi. C'est vous qui prenez cette info et vous faites ce que vous voulez en fait. Non mais il faut absolument le dire aujourd'hui qu'on n'est pas conseiller en patrimoine. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on ne donne pas du conseil financier? Ça veut dire qu'en fait, je ne connais pas les détails de ta situation personnelle et si ça se trouve, ce produit dont je parle ne correspondrait pas à ta situation personnelle. En fait, à l'origine, c'est quand même ça qu'on dit derrière. Et dans les alors les cryptos aujourd'hui, on est focus là-dessus, mais ça marche aussi sur certaines actions.
il y a tellement de jeunes qui mettent plus que tout leur argent. Quand je dis plus, c'est que potentiellement, soit de l'argent emprunté, soit voilà, dedans, qui arrivent dans des situations vraiment très, très compliquées. Donc, rappelez-vous juste une chose, c'est que si on met pas de message, si les gens vous disent, par exemple, vous vous souviendrez, c'est ici que je vous l'aurais dit, ou qui reprennent d'anciens messages en disant fais-moi confiance, c'est gagnant, tout ça, au lieu de dire investir comporte des risques en capital. Où on te dit, tu vois, ce truc. Alors, il y a un problème là-dessus quand même, c'est que on est tous là quand tu investis. On veut outsmarter, comme on dit en anglais, le game, quoi. On veut être plus fort que tout le monde, ok ? C'est quand même le principe, tu vois. Aujourd'hui, si tu veux être comme tout le monde, tu prends tes 2%, tu fermes ta gueule. C'est bien, mais enfin bon, à la fois, tu as investi 1000, tu vas gagner 20 balles à la fin de l'année. Ça suffit pas. Tu veux être meilleur, ok ? Moi, je reprends un peu tout ce qu'on dit là, et je me dis, cette grosse influence dont je parlais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui met 1 million, moi, je rentre parmi les premiers là-dessus, donc on voit un peu ce que c'est, vous voyez tous, j'imagine, la courbe qui commence à monter. La pyramide de Ponzi, le Ponzi scheme, voilà. Hein. Donc, en fait, il y a un moment où ça craque, mais si moi, je suis rentré et que j'en ai une petite conscience, que je me dis, ce truc, c'est de la merde, mais en fait... j'y vais assez fort, j'attends que ça prenne 15-20% et je revends après. Moi, je suis pas malhonnête, enfin, je sais pas si je suis pas malhonnête, mais en tout cas, j'ai joué un jeu, il est risqué, je suis en pleine conscience de tout ça, j'ai revendu au bon moment, j'ai pris mes 20% et salut, au revoir. Je veux dire, tu peux outsmarter le game en faisant ça aussi. Alors, c'est possible. Que tu peux que le faire. C'est possible. Moi, je le conseille pas du tout. Et puis surtout, je me permets aussi de préciser que pour quelques petits rigolos qui arrivent à s'en sortir, en fait, les 3/4 des gens qui essayent d'outsmarter le game se plantent. En fait, les économies d'études comportementales montrent qu'au contraire, quand on essaye de timer le market, de se dire à tel moment ça va monter, baisser, c'est là qu'il faut prendre, c'est là qu'il faut pas prendre. C'est en général là que l'on prend le plus de risques et c'est là qu'on a des gros risques de perdre. Donc, pour 10% qui vont réussir à faire une bonne affaire, moi, je ne le conseillerais pas pour tous les autres. Tout à fait. Et c'est vrai que, moi, je vais pas dire ce que je recommande du coup, mais ce que je vois, j'analyse depuis le début de la martingale, ça doit faire à peu près 3 ans, un peu plus de 100 épisodes en tout cas, c'est que les gens qui m'inspirent le plus confiance, que ce soit journalistes, on parlait de Grégory Raymond, que ce soit des analystes, des entrepreneurs, des investisseurs sérieux, ils te montrent qu'en fait, ils te montrent avec plein d'études, que je ne revérifie pas 12 fois autant que toi, mais que quand même, quand tu investis sur de l'assez long terme, sur un certain nombre que tu fais du dollar cost averaging, que tu fais un certain nombre de choses comme ça, voilà. A priori, tu rentres dans un truc où, en effet, tu vas pas devenir milliardaire en 4 jours. Non, mais par contre, sur 6 ou 7 ans, tu vas avoir un rendement régulier qui peut être de 6 ou 7 ans. Voilà. Intérêt composé, c'est ça s'ajoute. Et puis derrière, tu vas pouvoir réaliser tes projets, quoi. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important et qu'il faut pas perdre en tête. Tu vois, par exemple, on a beaucoup parlé l'an dernier avec Robinhood du day trading. Le day trading, c'est pas de l'investissement en fait. Le day trading, c'est du jeu. C'est comme un jeu vidéo avec de l'argent, c'est comme des machines à sous. De toute façon. Le day trading, l'intraday, en fait, t'achètes, tu vends dans la journée. Voilà, tu t'achètes, tu vends dans la journée, des petites sommes sur des applications, ça va hyper vite. Et puis voilà, c'est des gens qui ont envie de timer le market, qui sont vraiment dans une dynamique de jeu. Mais en fait, c'est rigolo parce que ce que ça fait en fait dans le cerveau, c'est assez proche de ce que font les machines à sous ou les jeux vidéo, quoi. C'est les petits shots de dopamine. Voilà, les montagnes russes émotionnelles. Et bon, moi, je me suis beaucoup amusée l'an dernier parce que un de mes amis avait investi à fond en crypto. Il écoutait toute la journée des émissions de crypto. Il lisait tout ce qui sortait sur les cryptos. Il s'était mis donc à day trader des cryptos. Et c'est quelqu'un qui a un diplôme de Normal Sup, qui est hyper fort en mathématiques. Et je pense qu'il était persuadé qu'il allait réussir à plier le game. Et en fait, il a plié le game pendant 3-4 semaines. Et après, il a perdu la moitié de l'argent qu'il avait joué. Et je dis bien joué. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que là-dessus, en fait, généralement, quand t'es all-in et que t'es souvent all-in sur une ou deux positions, et ben en fait, le jour où tu perds
all puisque t'as all-in, quoi. Hein, donc t'as tout perdu. Quoi, et puis on ne rappellera jamais assez qu'il faut diversifier son portefeuille, diversifier ses investissements, etc. Et diversifier, ça veut dire diversifier dans un portefeuille d'actions. Ça veut dire pas avoir que des actions. Donc ça veut dire faire des actions plus de l'immobilier, des actions plus de l'immobilier, plus de la crypto. Il y a un endroit où il faut commencer, évidemment, mais il faut pas être all-in sur. J'en parlais, c'était avec Albert la dernière fois. Il regrettait. On fait un débrief, tu sais, à la fin des shows avec mon sponsor, mon partenaire Nalo, et puis il me dit je regrette de pas juste avoir rappelé sur ton invité que il est all-in sur l'immobilier à Angers, Angers. Oh là là. Et en fait, il dit j'aurais dû rappeler que l'épisode, c'est vrai, était super et Bassel était extra, mais all-in sur l'immobilier à Angers, en fait, all-in sur l'immobilier à la limite, tu peux te dire j'en ai mis un peu partout, mais que dans une ville, c'est plus risqué. Ah oui, c'est hyper risqué même pour l'immobilier. Imagine que l'une des grandes entreprises locales ferme, tu peux avoir un mouvement de population et tu peux avoir une baisse du prix de l'immobilier. Ça vaut pour tout. Il y a un petit point sur lequel je voulais revenir dans ce que tu disais tout à l'heure sur les fameuses mises en garde sur le risque. Il y a une chose que j'ai vu vachement sortir dans les nouvelles startups des finances ces derniers temps, c'est leur performance de 2021. C'est vrai. Donc, ils mettent vachement en avant les chiffres d'augmentation des performances de 2021 qui, évidemment, sont exceptionnels. Oui. Et par contre, ils te mettent pas du tout 2018, 2017, 2019, l'avant-crise. Et ça peut donner l'impression que, justement, les performances passées seront garantes des performances futures. Ça, c'est aussi un effet, un genre de... Ils jouent sur un genre de biais cognitif où il faut y faire très attention parce qu'en fait, les performances de 2021, elles sont exceptionnelles. Ça réarrivera peut-être, mais a priori déjà on n'est pas parti là-dessus. On réexplique pourquoi, parce qu'en 2020 on a eu une succession de gros confinements qu'on fait que en fait t'as eu quand même pour beaucoup des performances un peu merdiques, pas que quand même. Hein. Ouais, t'as eu une chute énorme et puis une reprise de la bourse progressive. Et en 2021, finalement reprise de l'économie qui n'a pas été si impactée que ça. Dans un premier temps par la crise du coronavirus. Et puis, toutes les entreprises ont ressorti tous les budgets qu'elles avaient mis en veille, notamment les budgets pub, marketing, etc. Reprise de la consommation à fond. Et donc, effectivement, la bourse qui est repartie monstrueuse. La bourse, mais aussi le cours des cryptos en 2021, c'était vraiment génial pour les investisseurs, quoi. Et d'ailleurs, beaucoup d'investisseurs, de primo-investisseurs jeunes ont commencé l'année dernière. Sauf que les performances de l'année dernière ne présument pas des performances de cette année et de la prochaine. C'est sûr. Et c'est sûr que... alors moi, j'ai vécu... je dois être un peu plus vieux que toi. J'ai vécu... pas trop dans le mal, parce qu'il trouve que j'avais arrêté quand même pas mal avant, mais la crise de 2007, alors que j'avais investi quand même un peu en bourse. Donc il n'y avait pas de crypto encore à cette époque-là. Mais quand tu l'as vu, en fait, ce que j'ai vu et ressenti, moi, encore une fois, j'en ai pas pris plein la gueule parce que j'avais notamment fait j'en ai déjà parlé quelques fois ici, mais j'avais fait un bon trade sur Orpea, tu vois, ça existe. Wow. Et j'avais revendu, mais sur l'intro, moi j'étais rentré sur l'intro en bourse et finalement, je sais plus combien j'ai gagné, mais j'étais bien. Bon, c'était des tout petits montants, hein, c'était vraiment on the side de ce que je faisais à l'époque. Et donc j'étais un peu sorti gentiment de la bourse en me disant je vais y revenir, mais comme je me mettais à entreprendre depuis 2 ans, j'avais plus vraiment d'argent de toute façon, donc quoi qu'il arrive, voilà. Mais tous mes potes qui étaient à Donf, et tout le monde qui était à Donf, puis il y avait Bourseau qui était tout là-haut, il y avait Self-Trade, il y avait peut-être pas Fortunéo encore, je sais pas, si ils étaient là, mais enfin voilà. Et puis tout d'un coup, ça a été le raz-de-marée. Et tout le monde s'est fait embarquer par le tsunami. Et derrière, il n'y avait plus personne qui tradait. Tu vois, c'était vraiment devenu un truc genre, en fait, tout le monde s'était fait rincer. Salut, au revoir. Et c'est revenu petit à petit, presque 15 ans après, au début du deuxième confinement, quand moi, j'y suis revenu. Hein. Et je vois beaucoup de gens qui n'ont jamais vécu ça, en fait. Ils n'ont jamais vu ça. Et donc, en fait, il y a quand même un jour où winter is coming, tu vois, et où il va y avoir quand même on va se faire rincer. Il y a toujours des valeurs qui restent, hein, ceux qui s'étaient positionnés à ce moment-là sur Google, Facebook, enfin, ces trucs-là, ils sont heureux aujourd'hui, c'est des pachas. Mais voilà, je sais pas ce que t'en penses, que ça te... Mais j'ai l'impression que ce schéma, quand même, se reproduit tous les 15 ans, de toute façon. Bah oui, c'est le principe des cycles de l'économie. Alors, je sais pas si c'est tous les 10 ou tous les 15 ans, parce que j'ai pas révisé mes notes de Sciences Po, mais en fait, oui, il y a ce principe-là, et c'est pour ça que justement, on dit qu'il faut investir sur le long terme, parce que sur le long terme, si au milieu de ce long terme, il y a une crise,
globalement, tu finis quand même par revoir ton portefeuille monter derrière. Mais moi, en 2008, j'étais en CTU et boursière, donc je n'ai pas du tout vécu ça comme ça. Il y a une super vidéo. Alors, je me suis pas posé la question, je t'avoue, de quels sont ses intérêts, etc. Mais de Ray Dalio récemment sur justement les cycles. Et là, c'est les plus grands cycles, presque des civilisations, sur lesquels justement, je pense qu'il a pas beaucoup d'intérêt finalement quand tu lis ça, parce que quand tu regardes la vidéo, ça dure quand même 45 minutes. Je vais la poster, mais elle montre plutôt que l'économie occidentale telle qu'elle est aujourd'hui est quand même vraiment au début de son déclin, voire déclin bien entamé, avec la Chine qui est en train de d'éclore. Et donc lui, à la fin, enfin, bon, je vais pas spoiler d'ailleurs, mais regardez ce truc-là, c'est intéressant. C'est des cycles un peu plus longs, mais je pense qu'il faut être capable de s'éduquer là-dessus. Oui, mais là, t'oublies une crise, t'oublies la crise écologique. Ouais. Et cette semaine, le rapport du GIEC est sorti et je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant aussi dedans, c'est que cette fois, c'était axé sur les solutions. Et l'une des solutions, c'est de réorienter les investissements et la finance vers les investissements éthiques et responsables. Et ça aussi, c'est un problème de civilisation. Et je pense que c'est aussi un pli que les investisseurs devraient faire. Regarder l'économie réelle, regarder les énergies renouvelables, éviter les fonds dans lesquels il y a des énergies fossiles. Pourquoi pas éviter Total? C'est juste une suggestion. Voilà, et faire ces changements-là pour être prêt lors du prochain changement et du prochain cycle qui, à mon avis, intégrera les causes environnementales. Oui, j'y suis très sensible, tu vois, sur mes différents contenus différents. Ce qui est difficile quand même là-dessus, c'est que, en fait, il y a un moment où tu te poses la question, alors elle se pose et tu as ses choix, mais je veux dire, nous, on peut faire tous les efforts qu'on veut si les Chinois, les Russes, et voilà, les font pas, que eux, leur économie part au plafond et que la nôtre part au plancher. Je veux dire, à un moment, il est légitime de se poser la question, est-ce que je préfère pas avoir mon argent dans telle ou telle boîte russe, voilà, là, c'est de l'investissement, on va dire, engagé. Hein. Ah oui, il faut penser. Alors moi, je suis plus pour l'investissement engagé que pour l'investissement cynique. C'est vrai que, tu vois, j'aurais pas investi dans Vivendi, qui a porté Zemmour sur toutes ses chaînes cette année. Je l'aurais pas très bien vécu de mon côté d'un point de vue éthique. Même chose sur... La seule différence, c'est que moi, je suis pas en train de te dire allons vers la décroissance en investissement. Ça n'a pas de sens. Ce que je suis en train de dire, c'est mettons une partie de notre portefeuille, essayons de mettre une partie de notre portefeuille dans les investissements responsables, parce qu'en fait, déjà, pour l'instant, ce que l'on voit, c'est que le rendement est plus faible, mais il y a quand même un rendement positif. Et par ailleurs, avec le changement industriel des prochaines années, si ça se trouve, ce sont ces valeurs-là qui progresseront le plus. C'est très possible, et c'est vrai que ça, on l'a vu aussi plusieurs fois ici. Si on doit vraiment être dans l'espoir plus que le cynisme, au-delà même des résultats possibles de tout ça, c'est des politiques qui sont très poussées par les États. Donc à un moment, si l'État pénalise du fossile et promeut du nucléaire ou d'autres énergies propres, si on considère le nucléaire comme propre, ça c'est encore autre chose. On va pas s'inquiéter. Évidemment, tu peux te dire à la fois j'investis dans un truc qui m'intéresse et en plus c'est le turfu, je vais gagner de l'argent, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que c'est pas un peu le turfu? Qu'est-ce que j'ai oublié? À quoi on fait attention? Qu'est-ce qu'il y a comme phénomène actuel sur lesquels il faut vraiment, en tout cas je veux dire dans la news, alors il y en a peut-être que j'ai loupé, c'est-à-dire des choses qu'on voit pas. Continuer à utiliser malgré tout les médias classiques en parallèle des producteurs de contenu et des influenceurs. Pour croiser ses sources, pour revenir à la source. Donc ça veut dire finalement les Échos, Challenge et Bloomberg, l'AFP, l'AEF. Oui, continuer à regarder ces médias-là quand on s'intéresse vraiment à l'investissement. Ne pas oublier que en fait tous les influenceurs, la plupart des newsletters, et moi sur beaucoup de mes newsletters c'était le cas aussi, pas sur la prochaine, mais en fait, on est des sources de seconde main, on n'est pas des sources de première main. C'est pas nous qui produisons l'information et on la reprend.
Donc moi, j'essaie vraiment de continuer à produire de l'information parce que c'est pas tout à fait la même chose. Et ça, faut en être conscient. Et quand tu es une source de première main, vous assurez donc que ce soit des sources non influencées ou rémunérées d'une manière. Voilà, donc vraiment, cette idée de continuer à panacher ces infos et de réfléchir toujours à qui parle, pourquoi, comment, je crois que c'est ça le plus important en fait. Ok. Twitter reste un endroit intéressant que j'utilise un peu, mais sur lequel en fait il y a quand même beaucoup de débats. Toi, tu es toujours à fond, plus, moins ? Moi, je suis plus du tout sur Twitter pour des raisons personnelles. D'accord. Mais ce que je sais, c'est que effectivement, il y a des comptes et des personnes qui sont incontournables. Bah, par exemple, sur les cryptos, Grégory Raymond. Bon, là en ce moment, il fait que des blagues, mais je le suis sur Twitter et c'est vrai que ça reste une référence en matière d'économie. Ouais, je pense qu'il y a des débats, mais après, c'est l'avantage et le désavantage de Twitter, c'est-à-dire que une personne très confirmée, avec beaucoup de connaissances, va être au même niveau que quelqu'un qui a fait la bonne phrase et le bon mot, qui va réussir à faire un buzz. Donc à prendre avec énormément de pincettes. Ok. Si je dois aller du coup sur, on a parlé pas mal de TikTok, finalement, pas mal en mal. Enfin, quand je dis en mal, c'est que j'ai presque tu vois, moi j'essaie de produire un truc de qualité, en tout cas avec des intervenants de qualité, mais est-ce que sur TikTok, sur YouTube, tu retrouves, t'as que de la manipulation, tu trouves des bonnes infos ? Ah non, pas du tout, tu trouves vraiment des très bonnes infos. Moi, le média Plan Cash pour les femmes et l'argent, les jeunes et l'argent, que j'ai créé, il est vachement inspiré de The Financial Diet aux États-Unis, qui est un média de conseil en investissement et un budget qui a une chaîne YouTube, une grosse chaîne YouTube. TikTok, en fait, moi, je considère que, en fait, faut pas le prendre comme faut pas faire comme les vieux de la vieille avaient fait quand les blogs et Internet sont sortis en disant « Ah mais non, l'information c'est sur le papier, la vraie bonne information c'est sur le papier et les sites web, c'est pas du sérieux. » Je pense qu'il faut pas ils sont tous sur les sites web, mais ils te disent, tu dis faut pas le faire, mais ils te disent que TikTok et YouTube c'est de la merde. Sur TikTok et sur YouTube. Et je pense que toi et moi on a vu cette évolution et ce transfert, et puis aujourd'hui on commence à prendre de l'âge, et donc faut pas qu'on tombe dans l'équipe des vieux. Faut qu'on continue faut qu'on continue à innover. Et moi, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire, me lancer sur TikTok et réussir à continuer à donner des petits conseils d'investissement sur TikTok. Je réfléchis toujours aux moyens et je t'avoue que j'ai un peu peur parce que j'ai une moyenne d'âge, j'ai 35 ans, donc je serai dans la moyenne d'âge haute des producteurs de contenu avec ça. Mais en fait, faut pas critiquer le médium, faut pas critiquer l'outil. Faut faire attention aux personnes, aux sources, mais en fait, faut pas se dire que la faute c'est à tel ou tel outil. Très bien. Non, mais c'est sûr. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il s'agit le médium par ses algorithmes promeut souvent c'est moi des mecs qui me font rire, mais tu sais pas ce qui est salut à toi jeune entrepreneur, etc. J'ai pas trop compris ce qu'ils foutaient là d'ailleurs, mais tu vois des gens qui sont quand même pour certains dans du scam, oui. L'algorithme adore ça. Et ça, c'est le problème de tous les algorithmes, en fait. À partir du moment où on a inventé les likes, on a inventé le fait qu'on validait une information parce qu'elle nous plaisait ou parce qu'elle nous faisait rire ou parce qu'elle nous confortait dans nos préjugés, et non plus pas parce qu'elle était vraie ou fausse. Mais ça remonte à Facebook. C'est le cas sur Instagram aussi, et c'est évidemment le cas sur TikTok. C'est ce que font les algos. Donc, je pense qu'il faut pas regarder que ce truc-là. Il faut aussi se dire qu'il y a des choses intéressantes. Par exemple, moi, j'adore le TikTok d'alternatives économiques qui explique des grands problèmes d'économie en moins d'une minute avec des Playmobil, et je trouve ça hyper drôle. Je suis d'accord. Et en fait, on trouve plein de bons TikTok comme ça. T'as raison. Ou certains qui vont reprendre même des émissions. Bon, alors après, c'est une histoire de propriété intellectuelle, mais ça, c'est encore autre chose. Mais sur lesquels t'apprends plein de choses, sur de la science, donc voilà. Je trouve ça assez cool. Je le connaissais pas celui-là. Alternative économique. Oui, tout simplement. Écoutez, on va mettre les liens de tout ça. Est-ce que tu as une martingale, toi, ma chère Léa ? Alors, j'ai réfléchi et j'en ai deux dont j'aimerais bien parler. Alors, la première, c'est les meubles de brocante. Ah, trop bien.
Voilà, ça je sais que vous l'aviez jamais eu, donc je le dis. Alors moi je suis fille de brocanteur, qui avait donc une brocante antiquité à Bagnères de Bigorre quand j'étais petite. Et c'est marrant parce que du coup j'ai été élevée dans une famille qui comprenait pas très bien les marchés financiers, mais critiquait beaucoup la bourse en disant ah ben non, la bourse c'est pas bon pour les antiquités parce que si la bourse va bien, les riches vont mettre l'argent en bourse au lieu d'acheter des armoires Louis-Philippe. Pas sûr. Et des cadres. C'est pas sûr. Voilà, et des cadres en or et des statues et tous ces objets qu'on a passé des heures et des heures à dénicher dans des reventes de maisons et dans des marchés de brocante. Donc j'étais un peu élevée avec ça et quand j'ai acheté mon appartement, j'ai aussi acheté 3 pièces de mobilier qui étaient intéressantes. Donc j'ai une table de chevet avec dessus marbre et ébène. J'ai un buffet parisien, mais le beau buffet parisien un peu travaillé. Ce qu'on trouve sur CLNC, etc. Puis j'ai aussi un bureau d'époque et puis 2-3 petits accessoires comme ça. Et donc je sais que j'ai aussi cette valeur refuge-là qui, contrairement à tout le mobilier nouveau, Ikea et autres qu'on achète aujourd'hui, prend de la valeur au lieu d'en perdre avec le temps. Tout à fait. Et ma deuxième J'adore, pardon, je suis très sensible. Moi, j'achète des... tu vois... Alors, le Ikea, souvent, correspond quand même à une installation, on va dire, au primo-excédent, etc. Il faut être capable de l'agrémenter d'autres choses. Mais en revanche, tu vois, non, c'est pas dans celui-là, mais j'ai des... chez moi aussi, pas mal de choses que j'achète directement sur des sites norvégiens, suédois, etc. Et si, en effet, je les revendais sur CLNC, je pense que je ferais x2, tu vois, assez rapidement. Hein. Donc, mais c'est aussi une connaissance, hein, parce que sur CLNC, il faut faire attention aux effets de mode qui font monter le prix de certains meubles qui, dans 10 ans, n'en auront plus. Tout à fait. N'auront plus beaucoup de valeur. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Et il y a des tas de comptes Insta aussi là-dessus avec des... comment il s'appelle ? Moi, j'en avais un. Ah, je vais pas le retrouver comme ça. Mais de mecs qui te chinent des trucs, qui te les René Lachance, tu le connais lui? Oui, voilà, oui, moi il est venu chez moi plusieurs fois livrer des trucs, tu vois. Et donc il a beaucoup de bon goût, mais il se fait une bonne marge. Hein. Ouais, mais il reste quand même. Tu regardes ce qu'il vend, tu vas au Puce de Saint-Ouen, c'est le double. Ouais. En fait. Ouais. Donc d'ailleurs, il y en a certains qui achètent chez lui. Donc, c'est des chineurs, des vrais. Ouais. Donc ça, c'est ma première martingale et celle-là, je la garde. Même si je suis moins critique sur la bourse que quand j'étais petite, j'ai aussi des meubles de brocante et d'antiquité. Puis la deuxième chose, c'est l'investissement éthique. Donc moi, j'ai commencé à investir chez Lita.co. Donc l'idée, c'est d'investir dans l'économie réelle, dans des entreprises ESS ou écolo. Évidemment, le rendement est un peu plus bas. On est plutôt sur du 3, 4, 5%. On va pas faire un x2 ou un x10, c'est sûr, mais on participe à quelque chose qui est intéressant dans l'économie et on se fait pas avoir non plus. Et c'est plus que l'inflation. Donc c'est important. Alors pareil sur l'ITA, si vous connaissez pas, on est sur du participatif principalement, sur des souvent ce qu'on appelle du private equity, donc on investit dans des startups. Ouais, ou du prêt carrément, du prêt aux startups où on est rémunéré pour l'argent qui est prêté. Tout à fait. Ce qui est très important là, sur des plateformes comme ça, on l'avait dit avec les fondateurs d'Anaxago ici, je crois que c'était Joachim qui me disait ça, mais c'est de surtout pas tout mettre sur une seule, hein, parce que c'est très risqué le private equity ou le prêt. Donc on est sur si alors vous le avez prêt est moins risqué. Oui, prêt moins risqué, mais si vous avez 1000, 2000, 3000 ou voilà, l'avantage de ces plateformes, c'est que tu peux en faire 10, 15, 20 projets. Faut surtout faire ça parce que un monoproduit projet là-dedans, t'as beaucoup de chances de te faire éclater. Hein. Donc voilà, je rappelle sur ça. Le private, moins sur le prêt. Sur le prêt. Mais effectivement, il y a un peu des deux. Voilà, mais oui, t'as raison. Sur le private equity, l'idée c'est que les startups, il y en a en gros 1 sur 10 qui passera le cap dans les 5 prochaines années et les autres qui soit auront fusionné, soit auront mis la clé sous la porte. Voilà. Donc en termes de risque, on est pas mal là. J'ai bon espoir de sortir de mon premier investissement en startup qui date de 2007 c'est prochainement. Je peux pas le dire parce que le deal est pas encore fait, mais ils sont sous ce qu'on appelle une LOI, donc pour un rachat. Et j'avais mis 15 000 €, ce qui était vraiment pour moi beaucoup à l'époque. Et ce qui reste beaucoup dans l'absolu, mais j'avais mis 15 000 € et j'étais pas all-in, mais enfin j'ai vraiment et je pense que je vais sortir avec 16 ou 17. Donc si tu faisais un rendement de 3% par an, je ferais 22 ou 23. Enfin voilà. Il se trouve que quand même
à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait la loi TEPA. Alors ça existe plus. C'était, je crois, Sarko qui avait mis ça en place, sur lequel tu prenais 25% de décote sur ton investissement. Donc sur 15 000 euros, en fiscalité, pardon, pour être clair. Donc sur 15 000 euros que je mettais, j'avais 3 500 ou quelque chose comme ça qui sortait de mon invest. Donc finalement, le retour sur investissement sera quand même sera ok, mais surtout, tout ça pour dire, c'est pas pour fanfaronner parce que c'est pas terrible comme placement, c'est plus pour dire que je bénis le ciel. On me l'a dit, pour moi, j'avais fait une croix dessus, quoi. Quand on m'a rappelé en me disant ça va être vendu, je me dis tiens, mais ça va, hey, merci, tu vois. J'y croyais pas du tout, donc. Mais ça, le private equity, c'est aussi quelque chose qui intéresse énormément en ce moment, même les abonnés de Plan Cash, même les femmes, même les primo-investisseuses, parce qu'il y a cette idée un peu, participer au progrès, aux entreprises. Mais surtout que celle-là, c'était quand je le ferai cette sortie, j'en parlerai. Mais c'était très vertueux, impact. Je suis hyper fier. Même si j'avais perdu de l'argent, je crois que je serais hyper fier. Mais là, je suis hyper fier. Mais en effet, il y a ce côté soutenir l'économie réelle, rentrer. Voilà. Je rappelle juste que dès qu'on rentre dans des sociétés non cotées, surtout quand elles valent moins de 100 millions ou 50 millions, il y a quand même un risque qu'elles partent à la casse et que tu récupères zéro. C'est pas 20%, c'est pas 10%. Voilà, donc voilà, c'est énorme. Donc faut pas se foirer. Merci Léa. Alors on rappelle que donc on peut s'abonner. Où est-ce qu'on voit toutes les infos de Plan Cash ? Plancash.fr maintenant, on peut s'abonner à la newsletter, voir les formations et puis Plancash Media, Plancash_Media sur Instagram pour suivre au quotidien. De toute façon, sur plancash.fr, il y a tout, j'imagine, le compte Insta, etc. On s'abonne à la newsletter. C'est pas que réservé aux femmes. La newsletter gratuite, c'est pas que réservé aux femmes. On a 10% d'hommes qui sont abonnés à la newsletter. C'est quand même un peu que réservé aux femmes si t'as que 10% d'hommes. Oui, mais si tu regardes, par exemple, des newsletters comme Snowball, c'est quoi ? C'est 80% ou 70% d'hommes. Donc finalement, nous, on est juste ratio inversé, hein. Moi, je suis plus de femmes beaucoup plus que 10% quand même, dans les études qu'on a faites. Ok. Et t'as des masterclass, des choses comme ça, tu m'as dit tout à l'heure. Oui. Ça coûte combien ? 29,90 €. On réfléchit à un prix d'abonnement, mais on attendait qu'il y en ait assez. Si tu viens de la part de la Martingale, tu me fais un prix ? Alors, j'ai pas du tout pensé. Je suis avec une associée, donc va falloir qu'on y réfléchisse. Le code, c'est Martingale. Et si elle veut faire un prix, on le mettra dans l'épisode. Je vais lui demander, allez, 29,90 €, c'est pas cher, tu me mets 24,90 €. Ah, faut que je vérifie avec mon associé. On prend les décisions à deux maintenant. Pour mes auditeurs. Et t'apprends quoi dans ces... C'est plutôt pour les débutants en investissement. Donc, t'apprends, il y en a une sur... moi, j'ai fait le B.A.B.A. de l'investissement pour les tout débutants. On va en faire une sur l'investissement écologique et à impact. On va faire sur les assurances vie. Voilà, on prépare tout ça. Et puis, il y a aussi des choses plus tournées pour les femmes, la négociation salariale et parler d'argent dans le couple. Tu connais Lina La Moisson, ça te parle, la négociation salariale ? Oui, c'est des concurrentes oui. du coup. Je suis actionnaire moi alors. Ah d'accord, ouais. Très bien. Faudra quand même que je te la présente. Ok, écoute, on a fait un bon tour. On te suit pas sur Twitter du coup, puisque tu n'es plus. LinkedIn. LinkedIn, oui, on peut. Et puis sur Instagram, mon compte ou le compte de Plan Cash. Merci Léa Lejeune. Merci. À bientôt. Beaucoup. Merci à vous tous. J'espère que pensez bien à tout ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est primordial. On peut l'oublier un petit peu. On peut se dire, ouais, bon, ok, il n'est pas très fiable, mais c'est quand même peut-être un bon plan, etc. Ce sont des choses... je suis très content d'avoir fait cet épisode avec toi, Léa, mais qu'on oublie un petit peu. Moi, j'aime bien suivre certains comptes sulfureux parce que ça me fait marrer, mais par moments, je me dis... C'est quoi, ce fear of missing out, le FOMO, là, t'as peur de louper un truc, tu te dis, je vais y aller quand même, je mets pas beaucoup, et en fait, tu te fais quand même très très souvent éclater. Donc voilà, si vous hésitez sur des choses, n'y allez pas très fort, en tout cas, parce que quand vous pensez qu'il y a un risque, généralement, il y en a un. L'instinct, il est pas là pour rien. Donc faites bien attention à ça, vérifiez vos sources, parlez-en autour de vous, à des gens aussi sérieux qui peut-être sont aussi... Alors autour de moi, j'ai des gens qui sont trop sérieux et qui à chaque fois que je veux faire un truc me disent non, tu devrais pas y aller, et j'y vais quand même, et souvent j'ai raison, mais c'est pareil, il y a une question d'instinct. Voilà, faites attention à tout ça. Vous avez toutes les bases là avec notre épisode, réécoutez-le, partagez-le autour de vous à plein de gens qui font n'importe quoi ou qui pensent que vous faites n'importe quoi. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine sur La Martingale. Salut, ciao.
Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io. Si vous trouvez 5 petites minutes, je vous invite à mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. Ce podcast est produit par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale. J'aime beaucoup Cosa Vostra, si vous le savez bien. Et donc, on vous aide à gagner en visibilité, en singularité, en efficacité. Contactez-nous, on va faire de votre strat digital un truc incroyable. Je remercie toutes les équipes pour la production et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.